Bonjour, bienvenue dans le journal RTG Midi que nous commençons par les titres. Des journalistes réclament justice pour la mort de Mohamed Koula Diallo, journaliste tué aux abords du siège de l'IFDG. Ils ont organisé hier une marche pacifique à Conakry pour se faire entendre par les autorités. Les Gambiens attendent beaucoup de leur nouveau président Adama Barrow. Les défis sont immenses dans ce petit pays où la population divisée exige justice et liberté. Amnesty International dénonce les exécutions dans une prison gouvernementale près de Damas en Syrie. Selon l'ONG, 13 000 personnes ont été pendues en 5 ans entre 2011 et 2015. L'administration Trump défend le décret anti-immigration. Elle fournit des documents demandés par les 3 juges qui doivent prendre une décision sur la validité du décret du président américain. C'était les titres. Mabiti Kamara au micro, Hawa Titi Sinla de l'autre côté des opérations techniques. Une fois encore, bienvenue. Le faible taux de fréquentation des élèves dans les écoles de la Haute-Guinée a été dénoncé par le chef de l'État Alpha Condé au cours de la journée des orpailleurs. Face à cette situation, la première dame de Guinée, marraine de la cérémonie, a lancé un appel à l'endroit des orpailleurs et des communautés de s'impliquer davantage dans la sensibilisation des parents d'élèves sur l'importance de la scolarisation des enfants, notamment des filles. Mfali Condé, reportage. À l'ouverture des travaux de la conférence des orpailleurs, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a touché un aspect qui a attiré l'attention de la première dame de la République. Il s'agit de l'abandon des chemins de l'école par les enfants qui constituent pourtant l'avenir du pays. La première dame de la République, marraine de la cérémonie, sollicite auprès de l'association des orpailleurs et des communautés leur implication dans la sensibilisation des parents sur la scolarisation des enfants, notamment des jeunes filles dans les zones minières. Aujourd'hui, le constat révèle que les établissements scolaires de la Haute-Guinée sont moins fréquentés et c'est l'exploitation minière qui serait à la base de cette situation qui affecte dangereusement l'éducation des enfants. La fondation FCDK Prosmi, dont elle est la présidente, va se pencher sur la question pour trouver une solution idoine au problème. La promotion de l'éducation est d'ailleurs l'un des objectifs phares de la FCDK Prosmi. C'est pourquoi Radia Guinée Condé tient au développement du secteur éducatif guinéen. De son côté, l'association des orpailleurs de Guinée sollicite un partenariat avec la fondation de la première dame de la République pour acquérir des expériences en vue de mieux valoriser le secteur minier guinéen. Kankan, Mfali Condé, Radio Guinée. Un commentaire de Mfali Condé. La journée nationale des orpailleurs, c'était hier à Kankan. C'est le président de la République qui a présidé cette journée. Cette activité est pratiquée par des milliers de personnes en Haute-Guinée, mais le secteur manque encore d'une organisation pouvant créer des richesses pour le développement durable. Bangali Condé depuis Kankan. À l'entame de cette rencontre, les zones aurifères de la Haute-Guinée ont à tour de rôle présenté les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Au nombre de ces difficultés, l'insécurité et le manque de banques commerciales pour leurs différentes transactions. Aboubakar Doumbouya, porte-parole des orpailleurs de Sigiri. Du 8 mars 2010 au 18 janvier 2014, les orpailleurs ont perdu 8 milliards 941 millions 250 000 francs par l'effet des hommes armés. De 2014 à 2016, 11 cas d'assassinat sur 26 braquages ont été enregistrés à Sigiri. Malgré toutes ces difficultés, l'orpaillage constitue efficacement au développement socio-économique par la construction des infrastructures. Avec la nouvelle politique de l'organisation de l'orpaillage par la parcellisation, groupement des orpailleurs, nous espérons que nos conditions de travail vont s'améliorer et les conflits entre les communautés vont diminuer pour une meilleure rentabilité. Depuis plus d'1 an, le ministère des Mines et de la Géologie travaille avec les orpailleurs dans le but de réglementer le secteur. Les autorités guinéennes sont conscientes de l'apport des orpailleurs au développement du pays. Abdoulaye Magasouba. En 2016, l'orpaillage a permis à la Guinée d'engranger
304 millions de dollars de recettes d'exportation en devises, avec une production de plus de 12 tonnes équivalent à la production industrielle du pays. C'est donc conscient de cette importance du secteur et des défis qu'il assaille. Quelques réponses aux nombreux défis du secteur ont été apportées à travers les dispositions du Code minier de 2013 qui fixe le cadre légal de l'exploitation artisanale de l'or. Le président de la République s'est engagé à accompagner les orpailleurs, non seulement à travers la Banque nationale de développement, mais aussi en mettant à leur disposition un fonds de roulement. Il a ensuite demandé aux orpailleurs de s'organiser en groupement afin de bénéficier des aides de l'État. Kankan Bangali Condé pour Radio Guinée. L'orpaillage a une activité génératrice de revenus, mais sa pratique a des répercussions négatives sur l'environnement, l'éducation des enfants et le secteur de la santé. C'est en tout cas ce que révèle une étude récemment réalisée à Koursa et à Sigiri. L'étude était pilotée par Dr Kayoko Doré, consultant sur des questions économiques. Il sera notre invité en fin de journal. Le président de la République sollicite un partenariat gagnant-gagnant entre les partenaires au développement et les États africains. Professeur Alpha Condé s'engage au respect de ce principe pendant son mandat à la tête de l'Union africaine. Il a réaffirmé ce week-end dernier en marge du lancement des travaux d'interconnexion des réseaux d'électricité des pays membres de l'OMVG. D'autres annonces panafricanistes ont été faites par le président Alpha Condé. Mamadou Adamabari, reportage. Un panafricaniste convaincu, le chef de l'État donne son point de vue sur les aides au développement. Professeur Alpha Condé est favorable au principe de partenariat concerté et gagnant-gagnant. Nous souhaitons que cet accompagnement soit basé sur notre volonté, sur nos désirs. Nous ne souhaitons plus que les décisions soient prises à l'extérieur, à Paris, à Washington, à Pékin ou à Moscou, mais en Afrique. Et que les pays tiennent compte de nos préoccupations, qu'ils nous écoutent et qu'ils nous accompagnent dans ce que nous voulons. Nous ne voulons plus qu'on décide à notre place. L'Afrique doit être unie pour gagner le pari du développement, poursuit le chef de l'État. Il reste convaincu que les problèmes du continent doivent nécessairement trouver des solutions africaines. Dans tous les problèmes, l'Afrique va parler d'une seule voix. Et je suis convaincu qu'avant la fin de 2017, nous résolverons le problème de la Libye. Ni les Nations Unies, ni l'Europe, ni les États-Unis, seule l'Afrique peut résoudre le problème de la Libye. Et nous allons démontrer notre capacité. D'ici la fin de l'année, il y aura un gouvernement d'union nationale accepté par tout le peuple libyen. Enfin, le chef de l'État promet également de s'investir sur le continent pour la promotion des jeunes et aussi le cas de la diaspora africaine qui doit constituer la 6e entité géographique du continent après l'Afrique australe, centrale, orientale, occidentale et celle du Nord. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Des journalistes ont organisé une marche pacifique hier lundi à Conakry, un an après l'assassinat d'un journaliste, Mohamed Koula Diallo. On ne sait toujours pas qui sont les auteurs. Les médias s'indignent et réclament justice. Adia Kamara, reportage. Nous réclamons justice. Une année après l'assassinat de Mohamed Koula Diallo au siège de l'UFDG, la presse guinéenne est encore sous le choc. Elle l'a fait savoir ce lundi à travers cette marche pacifique soutenue par ses slogans. Journalistes engagés, justice pour Koula. Journalistes engagés, justice pour Koula. Des journalistes remontés mal en point avec une soif de justice pour Mohamed Koula, Chérif Diallo, entre autres. Leur engagement, c'est aussi faire valoir le droit du journaliste guinéen dans l'exercice de sa noble mission. Mme Fatmata Diallo, porte-parole des journalistes. Les circonstances de la mort d'Elhadj ont eu l'effet d'un électrochoc dont l'onde a traversé toute l'opinion publique guinéenne et même au-delà. Les journalistes se sont mobilisés pour dire haut et fort, trop c'est trop. Et la pression ne doit pas être relâchée. Notre confrère est mort en plein exercice de son métier. Nous devons nous battre pour que cela soit plus. De la haute autorité de la communication au ministère de la Justice, plus d'une centaine de journalistes et collaborateurs ont marché pour dénoncer l'indifférence de la justice face à l'assassinat de Koula. Ibrahima Souri Traoré, l'ex-employeur de Koula. Cette marche est faite pour qu'on puisse rappeler qu'il y a un an, Elhadj Mohamed Koula a été tué pendant qu'il exerçait son métier et que
Depuis 1 an, nous ne savons rien de ce qui se passe. Donc c'est pour interpeller les autorités. Il n'y a pas longtemps, le parquet a fait une conférence de presse où ils ont rappelé le bilan de 2016, le cas Elhadji Mohamed Koula. Ceux qui étaient là étaient incapables de dire où on en est exactement. Dans la marche, on pouvait également apercevoir des artistes comme Eli Kamano, des hommes politiques comme Baouri, Baïdi Haribo, tous mobilisés pour la cause des journalistes guinéens. La mutilation génitale féminine toujours pratiquée en Guinée, cela malgré des combats menés sur le terrain. La Guinée occupe le 2e rang après la Somalie. Des luttes des fois vouées à l'échec à cause des coutumes et mœurs qui pèsent sur la majorité de la population. Mais la tendance pourrait être inversée avec l'éveil de conscience de la nouvelle génération hostile aux mutilations génitales féminines. Kadietou Suleiman Keta, reportage. Depuis 1965, la Guinée a engagé une lutte contre les mutilations génitales féminines. Malgré cela, la pratique de l'excision persiste encore dans le pays pour des raisons coutumières. Selon les dernières statistiques de l'enquête démographique Santé 2012, 97% des femmes guinéennes dont l'âge varie de 15 à 20 ans ont subi l'excision. Mais la donne commence à changer. La plupart des jeunes filles condamnent cette pratique. Réaction de quelques-unes. J'ai été victime de ça jusqu'à présent. Alors là, quand je vois mes règles, ça me fatigue et pas en faisant le rapport, je me sens pas bien. J'ai été excisée, mais l'excision n'a pas été bien passée. Jusqu'à présent, ça joue sur moi, franchement. Selon les médecins, que c'est l'excision qui joue sur moi. L'excision, c'est un fait néfaste, car ça peut empêcher à la femme d'avoir des enfants. Ça peut donner le sida, parce que là, les vieilles, là, ils mélangent soit les larmes. On dit que ouais, c'est notre coutume, mais en fait, on ne doit pas trop se concentrer à l'excision. Parce que moi, qui cela, on m'a pas excisé. Parce que mon papa n'a pas accepté. Parce qu'ils se disaient dans la tête qu'il pouvait m'amener trop de problèmes dans la vie, dans le futur. Sur le terrain, les slogans ne manquent pas, comme vacances sans excision, tolérance zéro contre les MGF. Malgré ces slogans, certaines femmes sont encore pour l'excision. Jenna Boubari donne ses raisons. J'ai passé par là-bas. Tous mes grossesses, j'ai fait comme il faut, j'ai accouché normalement. Si un monsieur veut de toi comme ça, tu as grandi, même quartier que sa famille. Ça trouve que la famille la connaisse déjà, toi tu n'as pas été excisé. Donc même s'il va te marier, elles vont parler ça dans la famille. Celle-là n'est même pas excisée, la fille là. Ils vont parler de Blakuroli. Ils vont dire tout ce qu'ils veulent. Donc ça va te faire mal. Il vaut mieux les exciser. En réalité, beaucoup d'efforts restent à fournir puisque la Guinée garde le 2e rang après la Somalie de la pratique de l'excision. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. À présent, actualité africaine et internationale. Au Mali, le sommet du G5 a été bouclé hier à Bamako. Le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie ont discuté sur des points, notamment la mise sur pied d'une force commune pour lutter contre le terrorisme et le trafic de drogue dans le Sahel. Le nouveau président de l'Union africaine, Alpha Condé, a également assisté à la rencontre. Adama Barrow, investi président de la Gambie le 19 janvier dernier, a du pain sur la planche. Les Gambiens attendent beaucoup de lui. Les défis sont immenses. L'économie est au point au plus mal. La population divisée demande justice et liberté. Le taux d'alphabétisation dépasse à peine les 50%. Attirer à nouveau les touristes et surtout faire revenir les investisseurs qui fuyaient l'ex-président, c'est ce que le nouveau président gambien espère réussir d'ici 3 ans. Au Nigeria, des centaines de personnes ont manifesté ce lundi à Lagos, la capitale. Ils protestent contre la politique économique du gouvernement et réclament des solutions à la récession qui frappe le pays. Le Nigeria et ses 190 millions d'habitants sont frappés depuis 2 ans par la chute des cours du pétrole. Le Malawi et la Tanzanie ont accepté de reprendre les négociations pour résoudre un vieux différend frontalier qui les oppose au sujet du lac Malawi. C'est le président malawite qui a donné ce mardi l'information. Au Rwanda, 198 policiers ont été licenciés lundi pour corruption selon une source policière. Ils sont suspectés dans une affaire de corruption, une chose qui va à l'encontre de
la police nationale, une enquête équitable avait été menée contre ces agents de la police avant qu'ils ne soient licenciés. Dans un rapport publié ce mardi, Amnesty International dénonce les exécutions ordonnées par le régime syrien dans une prison gouvernementale près de Damas. En 5 ans, 13 000 personnes ont été pendues entre 2011 et 2015 selon l'ONG. Selon ce document, au moins une fois par semaine entre 2011 et 2015, des groupes allant jusqu'à 50 personnes ont été extraits de leurs cellules pour des procès arbitraires. Le rapport de l'ONG se base sur des entretiens avec 84 témoins, au nombre desquels des gardiens, des détenus et des juges. Cependant, le gouvernement syrien nie carrément les faits. La Cour d'appel de San Francisco doit statuer sur la validité du décret de Donald Trump sur les interdictions de visa pour les ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. L'administration américaine a fourni hier des documents demandés par les 3 juges qui doivent prendre une décision qui sera lourde de conséquences. Elle est persuadée que ce jugement lui sera favorable et renversera la décision du juge Robert. Ce dernier a ordonné un coup d'arrêt vendredi dernier à l'interdiction d'entrée aux États-Unis pour les ressortissants des 7 pays visés. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Pour la rubrique invité du journal, nous recevons aujourd'hui un de nos consultants sur des questions économiques avec Dr Kayo Kodoré. Nous parlons des résultats de l'étude qu'il a récemment menée sur les impacts sociaux de l'orpaillage dans les préfectures de Sigiri et de Koursa en Haute-Guinée. Il est au téléphone avec Amara Kamara. Docteur Kayo Kodoré, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Camara. L'actualité en Guinée, c'est la journée nationale des orpailleurs qui se tient à Kankan. Et il y a quelques années, vous aviez fait une étude sur ce secteur. Quelles étaient les grandes lignes de cette étude? Je dois dire que, pour être précis, j'avais dirigé un projet financé par le PNUD pour le gouvernement guinéen. Et nous avions fait beaucoup d'infrastructures comme des écoles primaires, des collèges, des lycées, des postes de santé et des centres de santé. Et ceux qui ont géré le projet après moi, avec les autorités, se sont rendus compte que et les élèves, et les enseignants, et les agents de santé désertaient les infrastructures pour aller travailler dans les mines. Cela a donc été préoccupant et on a demandé de faire une étude pour chercher à comprendre les raisons pour lesquelles il y avait donc de ce départ massif d'enseignants, d'élèves et d'infirmiers des infrastructures vers les mines. Est-ce que vos études ont effectivement révélé ce départ massif? Oui, durant une période, cela a été le cas, mais l'inspection régionale de l'éducation à Kankan, les directions préfectorales de la santé, les gens, ils ont reconnu qu'à un moment donné, il y a eu ce départ, mais que des mesures étaient en train d'être prises pour que les gens reviennent, que élèves et enseignants soient plus permanents dans les classes. Alors, c'est juste le volet social que vous aviez examiné? Non, l'éducation et la santé à la fois. Et l'environnement, il y a eu quelque chose dessus? Bien sûr, mais on ne peut pas aller faire une telle étude sans regarder cet aspect dans la mesure où, juste en traversant les régions, notamment le Bourré, on est frappé par la désolation qui vient donc de la destruction de l'environnement par les orpailleurs. Quelles étaient les zones ciblées pour cette étude? Les zones ciblées étaient les préfectures de Sigiri et de Kouroussa, notamment dans les régions comme dans les sous-préfectures comme Tignan, dans Sigiri et puis d'autres sous-préfectures de Kouroussa, comme Kiniro par exemple dans Kouroussa. Alors après de telles études, je crois que vous faites toujours des recommandations. Est-ce que ça a été le cas? Tout à fait, des recommandations. D'abord, j'ai identifié les principales causes de l'orpaillage. Pourquoi? Les départs massifs des bras valides vers l'orpaillage. Et je me suis rendu compte qu'il y a d'abord la faible productivité de l'agriculture qui fait que les revenus des paysans sont faibles. Donc, ils se disent que dans l'orpaillage, il faut y aller parce que c'est là où les revenus sont un peu plus consistants. Il y a aussi le chômage
persistant et massif des jeunes qui sortent d'université, des jeunes qui sortent des écoles professionnelles, qui n'ont rien à faire, se disent qu'il faut mieux aller tenter sa chance dans les mines où on peut du jour au lendemain avoir de l'argent. Et peut-être qu'à l'époque, il y avait eu aussi des machines détectrices de l'or. Donc cela a fait illusion à un moment donné. Il y en a même qui ont vendu leur domicile, des terrains pour acheter des machines et y aller avec. Il y avait donc ces différentes raisons qui ont fait que les gens y allaient. Maintenant, après le constat, après des entretiens avec les responsables au niveau de la région, au niveau des préfectures, au niveau des communes rurales, on a fait les recommandations, notamment qu'est-ce qu'il fallait faire pour maintenir les gens dans ces zones-là. Le PNUD avait aidé le gouvernement à élaborer le programme emploi jeune qui avait initié des projets vivre contre apprentissage ou bien des projets comme le volontariat jeunesse et un certain nombre d'activités qu'on a financées qui ont eu des résultats probants. Le ministère de la Jeunesse aujourd'hui a continué ces projets et les a même mis à l'échelle. Nous, on les avait comme des projets pilotes, aujourd'hui sont développés à l'échelle. Mais je crois qu'on n'a pas pu encore, comme je l'avais recommandé, les mettre en place dans ces zones-là. Pour cela, il faut aussi du financement. Est-ce que ces financements continuent? Oui, mais voilà, si le PNUD a continué ses financements. Il y a aussi le programme MUFA qui s'intègre dans le projet présidentiel pour créer avec les femmes et les jeunes des entreprises de jeunes et de femmes. On pourrait donc orienter ces crédits dans les zones d'exploitation minière et aider les gens, conseiller les gens à prendre des activités agricoles, des activités artisanales et bien d'autres types d'activités. Merci bien, Dr Kayoko Doré. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition d'information, mais avant, le rappel des titres. Des journalistes réclament justice pour la mort de Mohamed Koula Diallo, journaliste tué aux abords du siège de l'UFDG. Ils ont organisé hier une marche pacifique à Conakry pour se faire entendre par les autorités. Les Gambiens attendent beaucoup de leur nouveau président Adama Barrow. Les défis sont immenses dans ce petit pays où la population divisée exige justice et liberté. Amnesty International dénonce les exécutions dans une prison gouvernementale près de Damas en Syrie. Selon l'ONG, 13 000 personnes ont été pendues en 5 ans entre 2011 et 2015. L'administration Trump défend le décret anti-immigration. Elle fournit des documents demandés par les 3 juges qui doivent prendre une décision sur la validité du décret du président américain. Et voilà comment s'achève ce journal présenté par Mabinti Kamara. À tous, merci de l'avoir suivi. Hawa Titi Silla était aux opérations techniques. Réalisation Mamadou Bassouma Tessema, coordination rédactionnelle Amara Kamara. Vous pouvez réécouter ce journal sur le site www.lecourrierdeconakry.com. Bonne suite de programme en compagnie de Radio Guinée.